souvent, les enfants Hutus, ils ont toujours la tristesse d'être les enfants des assassins. Alors, c'est eux qui prennent la parole en premier. Ils disaient, écoutez, moi, je n'étais pas là, et mon père, il a fait le mal et le malheur, mais je le porte. Je vais bien sortir de cette obscurité. Il faut que vous m'aidiez à sortir. C'est ce débat-là que nous, moi personnellement, je m'engage chaque fois avec nos autres jeunes pour faire à ce que l'identité nationale domine tout ce qu'on est. Bonjour chers amis et bienvenue sur la plateforme Tell Your Story Inspire Son Monde. J'aimerais qu'aujourd'hui vous m'accompagniez encore une fois de plus au Rwanda afin que nous puissions aller à la rencontre des survivants, des victimes, des rescapés du génocide de 1994 au Rwanda. La question qui nous trottine dans la tête aujourd'hui, c'est: que sont-ils devenus? Que sont devenues toutes ces victimes? Que sont devenues toutes ces personnes qui, aujourd'hui, on leur raconte l'histoire de leurs parents, de leur famille, de leurs frères, de leur papa, qui n'est plus. Au travers de ce reportage, nous allons écouter les témoignages et des rescapés, et des survivants, et des victimes, et des bourreaux pour comprendre l'ampleur de ce génocide. Parce que vous allez voir par vous-même que plusieurs personnes n'arrivent pas toujours à recoller leur vie, n'arrivent pas toujours à vivre une vie normale à cause du génocide au Rwanda. Ces photos représentent la moitié d'une vie. Vénuste a 66 ans et ne possède plus un seul cliché d'avant 1994. On a brûlé ma maison et on a brûlé tout ce que je possédais, dont les photos. Par exemple, je n'ai pas de photos de mariage. Sur les images de la famille, une absente. Sa fille aînée, tuée durant le génocide. La photo d'elle, je n'en ai plus. Je n'en ai pas. Depuis 1994, Vénuste a passé sa vie à témoigner auprès des chefs d'État. Sur ces images, il explique à Bill Clinton comment des Hutus les ont rassemblés sur une colline. On était au nombre environ, approximativement au nombre de 4000. Et un militaire a dit, commencez le travail. Le travail, c'était faire quoi? C'était de tuer. Et ils ont commencé. Ils ont commencé avec les grenades, les fusils. C'était des cadavres un peu partout. On était dans une piscine de sang. Les rescapés de Nyanza, là où nous étions, ne dépassent pas une centaine. Pour rendre hommage à ses amis disparus, il se rend régulièrement dans ce mémorial. Ici, ce sont les noms des personnes qui sont mortes. Je viens visiter mes amis, mes voisins. À chaque fois qu'une nouvelle fosse commune est découverte, les ossements sont rassemblés pour ensuite être inhumés. Difficile pour Vénuste de trouver les mots devant ces cercueils qui seront enterrés pendant les commémorations. Vous voyez les cercueils, les cercueils qui se remontent. Le corps de sa fille n'a jamais été retrouvé. Même 25 ans après, il reste primordial de continuer les recherches.
Depuis mai 2018, 40 000 corps auraient été déterrés selon les autorités rwandaises. Ça permet aux rescapés d'avoir un cœur reposé et aussi ceux qui ont commis le génocide et qui ont des informations des gens qui ont été tués, qui n'ont pas été enterrés correctement, de se libérer de cette charge. Innocent supervise les fouilles dans un quartier périphérique de Kigali. Il nous emmène en direction de sa dernière découverte. Là, vous voyez, on a creusé et on est tombé sur une fosse avec des corps. Comme vous pouvez le voir, le trou est à l'intérieur même de la maison. Sur ce site, on est toujours à la recherche d'autres ossements, d'autres personnes. Depuis plusieurs mois, l'intégralité du quartier est fouillée. Ici, il y avait des bars et des habitations. Tout a été détruit pour permettre les recherches. On m'a fait remonter des informations selon lesquelles ici avaient eu lieu des enterrements, une très probable fosse commune. Le propriétaire le savait. Il y avait des restes humains partout, mais il a quand même décidé de construire au-dessus. Petit à petit, les équipes collectent des fragments d'os. C'est un travail que l'on fait sans problème, car ce sont nos proches, nos familles, nos amis qui se trouvent ici. C'est un travail important, car ce sont des Rwandais assassinés qui sont là-dessous. Au fil des fouilles, les équipes retrouvent aussi des vêtements. Ce sont les habits qu'ils portaient. On va les ramasser et les regrouper avec tous les autres vêtements que l'on a déjà trouvés. Et quand on les enterrera, on mettra leurs habits aux côtés de leurs ossements. À quelques pas de là a été entreposé ce qu'il reste des victimes. Un nombre incalculable d'ossements, réduits en morceaux par le poids des maisons construites sur les fosses communes. Tu crois, pour former un squelette. Et la plupart, c'est difficile. Par exemple, ça, par exemple, c'est un genou. Et quand il y en a deux, on considère que cela représente une personne. C'est la seule manière de savoir combien il y a de morts ici. Selon Innocent, des milliers de corps n'ont toujours pas été comptabilisés dans ce quartier. J'étais mariée, je travaillais dans une société pétrolière, j'étais comptable là-bas. Donc la vie était complètement changée. Donc je vivais en ville, j'avais ma voiture, ma maison et tout. Donc la vie était normale. La guerre a commencé en 1990, donc il y avait des réfugiés autour. Sinon, j'avais une vie saine. Le génocide a commencé après le décès du président de la République. C'était vraiment à 8h30, le 6 avril 1994. Et puis, il y avait aussi la radio privée qui a commencé à demander à des Hutus pour tuer les Tutsis. Donc, la radio privée disait à son nom, les Hutus, il faut tuer les Tutsis, il faut tuer les femmes, il faut tuer les enfants, il faut tuer tout le monde. Vous vous imaginez que Kagame il est parti en Ouganda quand il avait 3 ans. Maintenant, c'est lui qui est à la tête du Front patriotique. Donc, il faut tuer les Tutsis, il faut tuer les Tutsis. C'était la chanson qui partait dans la radio après 5 minutes. Et les personnes, moi qui restais à la maison, je ne pouvais pas comprendre que c'est la vérité, ils sont en train de tuer les gens. Mais 2 semaines, là où on vivait, il y avait beaucoup d'échanges de fusils. On a été obligés de quitter. Et puis, quand je suis arrivée à l'extérieur, j'ai été très émue, très étonnée. Je ne pouvais pas accepter qu'on peut tuer une personne comme un animal. J'ai vu les personnes, on avait donc des barrières. Et puis ces barrières, c'était des cadavres. J'ai été très choquée. J'ai vu les enfants, les femmes
qui sont dans les, comment dirais-je, dans les trous partout, donc les morts. Quand on essayait de quitter la ville, on demandait des identités. Donc c'était automatique pour un Tutsi de mourir, avec les radios qui étaient à gauche et à droite pour demander les Hutus de tuer les Tutsis. Je m'attendais à mourir d'une minute à l'autre. Donc si j'ai parvenu à survivre, c'est la volonté de Dieu, mais dans le cœur, je m'attendais de mourir d'une minute à l'autre. Je me souviens quand j'ai traversé les barrières, j'ai demandé à mon mari, parce que lui il était Hutu, je lui ai demandé, écoute, le sort des Tutsis c'est de mourir. Toi tu es un Hutu, il ne faut pas continuer à me suivre. En tout cas je vais mourir, ça ne vaut pas la peine de courir derrière moi. On s'est dit au revoir, je lui ai dit au revoir, si Dieu nous prête vie, on va se voir. J'ai quitté le capital et je suis partie même jusqu'au Congo. Donc j'ai vu beaucoup de choses. J'ai traversé des barrières où j'ai vu beaucoup les gens, comment on tuait des gens avec les machettes, comment on tuait vraiment les gens d'une façon, je ne sais même pas comment justifier ça. Quand je fouillais, je suis arrivée en route et puis j'avais très soif et j'ai voulu de l'eau à boire. Et puis, il n'y avait pas d'eau pire. Je ne pouvais pas même aller demander de l'eau quelque part parce que si on trouve que je suis Tutsi, on va me tuer. Même si je n'avais plus l'identité Tutsi, mon identité était déjà falsifiée. Mais je suis partie dans la rivière pour boire de l'eau. De l'eau, c'était vraiment de l'eau sale. Et dans cette rivière, il y avait des cadavres qui couraient de gauche et à droite. Donc, même jusqu'à présent, je n'arrive pas à boire de l'eau, c'est très difficile. Je me force pour boire de l'eau à cause de cette expérience que j'ai vécue dans le génocide. On a passé des mois et des mois sans manger. On a passé des mois et des mois de dormir dehors parce qu'on se fuyait, il n'y avait pas de place pour dormir. Les gens toujours continuent à souffrir parce que les cicatrices du génocide ne sont pas encore disparues. Ils sont toujours là. C'est pour cela que je remercie énormément la Société canadienne biblique qui continue à aider. Parce qu'il y en a toujours. Tu vis dans le milieu où ces choses sont arrivées. Autour de ces personnes, il y a des gens qui ont participé dans le génocide. C'est très difficile de guérir et il n'y a pas de moyens suffisants pour les aider, pour guérir. Donc, les problèmes restent la même chose. Ces cicatrices vont rester. Peut-être ça diminue un tout petit peu avec le temps, mais ça existe. Tant que les gens vivent, ils vont toujours se souvenir que le génocide est apparu, qu'il y a eu. Par exemple, j'ai perdu ma soeur, mes deux sœurs. J'ai perdu mes deux frères. C'est bien, j'ai des amis. Est-ce que ces amis peuvent vraiment remplacer mes frères et mes sœurs? C'est sûr, du matin au soir, je ne me dis pas où j'ai perdu mes frères, j'ai perdu mes sœurs. Mais je me souviens quand même, il y a des temps, il y a des moments où ça m'arrive. Où sont mes frères? Où sont mes sœurs? Je suis toute seule. Et je ne suis pas née comme ça, je suis née avec d'autres enfants. Je ne peux pas oublier, oui, j'ai des amis qui m'aiment, j'ai des bons amis, mais ça ne remplace pas mes frères et mes sœurs. Les gens qui ont le cœur de continuer à aider les Rwandais, n'importe quel moyen, que ce soit la Bible, que ce soit n'importe quel soutien, c'est nécessaire pour eux. C'est nécessaire pour eux parce qu'ils en ont besoin. C'est un chemin long qui continue quand on a suffisamment de moyens. Plus de moyens qu'on peut donner à mes frères et sœurs, c'est bon pour eux parce que ça va les aider à arriver à une vie meilleure. C'est pour cela que je remercie les gens vraiment qui ont le cœur et l'appel pour continuer à aider les Rwandais
au plus profond du cœur, je remercie énormément qu'il continue à le faire. Que Dieu le bénisse abondamment. Cernée par la mort, Madeleine. Comme en 1962, quand ses parents avaient été massacrés sous ses yeux pour les mêmes raisons. Aujourd'hui, elle se retrouve là, sur sa terre natale, envoyée par ses amis rwandais, réfugiés en France, comme elle. Un cimetière à l'air libre, 5 mois après la tuerie. Faut-il brûler les corps ou laisser intactes les traces de l'atrocité? Les survivants du village de Ntarama ne savent que faire. Souvent, ils n'osent même pas revenir sur les lieux. C'est en nous apercevant que cette femme a fini par vaincre sa peur. Il n'y avait très certainement maintenant plus aucun risque à rechercher sa famille. J'essaie de reconnaître les siens à partir des vêtements qui sont encore intacts. Parce qu'elle a perdu sa mère, son père, son grand-père, sa grand-mère, ses 2 petites sœurs. Elle a reconnu le vêtement d'une tante à côté. C'était le 10 avril dernier. Au 2e service de la messe dominicale, 3 autobus déversent un flot de tueurs. La garde présidentielle les accompagne. Ils sont venus, ils étaient très nombreux et ils ont attaqué avec des armes. Oui, ils ont commencé à lancer des grenades dans l'église. Il y a eu des blessés, beaucoup. Et puis certains ont couru, mais on les achevait à coups de lame. Ils essayaient quand même de courir, mais on les exécutait avec des machettes. Et après, on vérifiait qu'ils étaient bien morts. Quand ils sont venus, ils ont dit que les femmes Hutus sortent. En fait, que tous les Hutus aillent se mettre là-bas. Et ils ont lancé les grenades. Pourquoi les Tutsis ne disaient pas qu'ils étaient Hutus? Parce que beaucoup des tueurs étaient d'ici, alors ils reconnaissaient les gens. Ah, ils connaissaient tout le monde. Les miliciens interamoués, ils savaient qui était qui. Ils pouvaient reconnaître tout le monde. Oui, ils connaissaient les Hutus. Et si on montait, ils disaient « Toi, je te reconnais, tu es mort ». Ici, les corps ont été retirés, mais ce fut le même massacre, à 4 km de distance du village. Fusil d'assaut, grenades, contre toute une population rassemblée dans cette église de Nyamata. Ce sont les orphelins qui nous ont guidés. Regardez le crucifix, nous ont-ils dit. Il a pris un coup de lance par un homme qui criait « C'est le dieu des Tutsis ». C'est ça encore, enfin, l'odeur de la mort est encore là. Il y a une grenade et à tous les taris. Hein? Les enfants rescapés, témoins directs de la scène, sont peu nombreux. Lui a tout vu, tout subi. 2 coups de machette et laissé pour mort dans l'église. L'utiliser. Bon, il est resté 2 jours sous les cadavres dans l'église. Quelques croix pour quelques corps identifiés, mais les plus nombreux sont sous cette terre. Et là, les enfants disent qu'en fait, ils ne creusaient pas des tombes, ils alignaient les corps et puis une pelleteuse a ramassé de la terre et jeté par-dessus. C'est ce qu'on craignait, qu'avec les pluies, tout ça va partir et les corps vont apparaître, en fait, les squelettes. Des poteaux tordus comme par une vague, face à l'église, une foule se trouvait là. Il me dit en fait qu'il y avait trop de monde à l'église, il ne pouvait pas tenir à l'intérieur de l'église, donc il est parti se réfugier dans une bananerie qui était, si on voit les restes de la bananerie. Ils étaient tellement nombreux chaque fois que les miliciens entraient, et ils se pressaient, chacun essayait de s'enfuir. Et le résultat est là. La clôture a cédé. La clôture a cédé et la plupart ont été tués là-dedans. C'est les personnes âgées et les petits-enfants qui ne pouvaient plus avancer. On voit les vêtements là, on voit encore d'autres crânes. Et puis il me disait qu'on voyait les bâtons aussi, parce que c'est des vieux qui marchaient appuyés sur leurs bâtons. Il y a encore un bras dans une veste. À ce jour, on ignore combien de victimes ont fait les massacres de Nyamata, ville de 40 000 habitants.
Ces villageois fouillent les sols autour de cet étang, transformé en fosse commune lors du génocide des Tutsis de 1994. Près de 3000 personnes y auraient été assassinées. Les autorités l'ont drainé pour permettre des recherches. Depuis le mois d'avril, ils récoltent des nouvelles preuves de l'horreur. Les ossements exhumés par les villageois ces dernières semaines sont amenés dans le mémorial de Nkamba. Une fois secs, ils sont placés dans la crypte du mémorial. Près de 1150 victimes du génocide y sont déjà inhumées et leur nombre ne cesse d'augmenter. Les gens que nous avons perdus durant le génocide contre les Tutsis sont nombreux. Et aussi longtemps que nous allons trouver des décors, que nous allons trouver des ossements, aussi nous allons les inhumer ici. Les découvertes effectuées dans tout le Rwanda permettent aussi de faire avancer l'enquête sur les bourreaux. À Kigali, 22 agents de l'unité de traque du génocide poursuivent partout dans le monde ceux qui ont participé au massacre et qui échappent toujours à la justice. Elle, c'est ma tante maternelle, la sœur de ma mère. Le reste a été massacré. Des photos qui témoignent de tous les disparus dans la famille. Moi et ma cousine, on demandait à maman, ça c'est qui? On disait, ça c'est un tel, il a été tué. Ça c'est un tel, il est mort. Sur la photo, il y avait 70 personnes ou plus. Et je crois qu'il y en avait une dizaine. Qui étaient vivants. Qui étaient vivants sur les 70. Dès le 7 avril 1994, c'est le début du génocide. Sa famille fuit et se réfugie chez des parents au sud du pays. Elle a 4 ans. Mon père est parti un matin pour aller chercher à manger. Il n'est plus jamais revenu. Je saurais jamais. Je sais qu'il est mort. Et pendant très longtemps, en étant enfant, je pensais qu'il allait revenir. Ma grand-mère maternelle, la seule image que j'ai d'elle, c'est son crâne. Son crâne ouvert. Avant de la tuer, elle avait demandé à prier pour ses enfants. Et donc on l'a retrouvée avec son chapelet. Lorsqu'Aimée est arrivée au Québec il y a 4 ans, elle voulait fuir ce passé et cette violence incompréhensible. Quand je suis arrivée au Québec, je me suis dit ça, un nouveau départ, ça n'allait pas. Ça n'allait pas parce que... Le passé vous rattrape. Le passé, oui, reviennent, les cauchemars reviennent, les bruits, les odeurs. Il y a quelqu'un qui vient me tuer. C'est horrible, mais ça, oui, c'est incontrôlable, ça peut venir en 2 secondes. Aimée essaie encore de comprendre ce massacre qui a fait 800 000 morts en 3 mois, selon l'ONU. J'ai eu un besoin de lire, de comprendre, de savoir. Je voulais. Il fallait. Avez-vous compris? Pas encore. Et je comprendrai jamais. Éloge Boutera est arrivé au Canada en 2002. Il avait 18 ans. Après des études en droit à Montréal, il a fondé une famille et travaille aujourd'hui à Ottawa pour le gouvernement fédéral. On pourrait croire que tout va pour le mieux, mais lui aussi est rattrapé par son passé. Le 7 avril 1994 est une date marquante dans sa vie. Il avait 10 ans. Les gens qui étaient décapités, qui étaient fusillés, qui tombaient dans la rivière Nyabarongo, les gens qui avaient été blessés sur tous les endroits de leur corps et qui essayaient de rester en vie, en cachette, avec nous. Quelques jours plus tard, son père, médecin, est arrêté et exécuté. Le reste de la famille est recueilli par une de ses tantes Tutsi, mariée à un Hutu. Les gens qui nous cachaient, ils pouvaient faire ça parce qu'ils étaient exemplaires en train d'exécuter les autres. Ils resteront là pendant plus de 3 mois. On était cachés dans une famille Hutu qui avait des frères et sœurs sur les barrières en train de tuer le Tutsi, qui revenaient la nuit, qui revenaient à midi pour déjeuner, qui revenaient la nuit pour dîner et qui racontaient tout ce qu'ils avaient fait durant la journée, qui était que d'aller chercher et tuer les Tutsis. Ce qui frappe Éloge Boutera encore aujourd'hui, c'est cette banalité du mal. C'est les gens normaux qui prient avant leur dîner, mais après leur prière, après que le repas a commencé, qui décrit les scènes horribles de massacre et du génocide qui arrive devant leur porte.
Une bonne partie de sa famille a été décimée. Ma grand-mère, surtout, qui fut exécutée. J'étais dans une fosse commune, là où elle est restée vivante pendant 3 jours. Mes tantes à moi, mes oncles, leurs enfants, quelques dizaines, à peu près 70 personnes. Il y a des cousins à nous, des familles de 12 personnes et 0 personne qui reste, qui porte leur nom. Après cette folie meurtrière, sa mère est toujours vivante, mais sa survie tient du miracle. Elle a été amenée aux fosses communes pour être exécutée au moins 10 fois. Et chacune de ces presque exécutions finissait par une confusion, quelqu'un qui prend pitié d'elle, des miracles calmants, parce que le dernier jour, la personne qui était envoyée pour lui exécuter était un ancien patient de mon père qui a reconnu la photo de notre famille lorsqu'elle l'avait apporté dans notre maison pour l'exécuter là-bas et qui a décidé d'aller dire à ses collègues qu'elle était morte. Aujourd'hui, après 25 ans, il y a encore des odeurs qui le ramènent en arrière. L'odeur du sang, c'est quelque chose de très distinct. Il y avait beaucoup de morts qui n'étaient pas enterrés, leur corps qui se décomposait. Alors, on est végétarien, mais l'odeur de la viande qui se décompose, c'est énervant. Je sais que mon corps en réagit. Avril est un mois triste et pénible pour les Rwandais qui ont vécu le génocide. On a un proverbe qui dit que Dieu passe la journée ailleurs et revient le soir, il dort le soir. Et il disait que ce soir-là, ces soirs-là, Dieu n'est pas arrivé. Pleurer, si je pleure, je ne m'arrêterai pas. Qui le comprend, je ne sais pas, mais il faut qu'on en parle. Thomas vit à Mutete, à 40 km au nord de Kigali. Dans son village, ce père de 5 enfants est très respecté. Pour tous, ici, c'est la figure de la réconciliation. En 1994, lorsque le génocide a lieu au Rwanda, tuant plus de 800 000 personnes, majoritairement au sein de la minorité Tutsi, tous ses proches ont fui, sauf lui. Je ne voyais aucune raison de partir, parce que c'était mes voisins, mes amis, des gens avec qui je partageais tout. Pour moi, c'était inimaginable qu'ils essaient de me tuer. Pourtant, Thomas a perdu la quasi-totalité de sa famille assassinée. Mais très vite, ce fermier s'est senti investi d'une mission, celle de la réconciliation. Renouer à tout prix le dialogue entre Hutus et Tutsis à travers l'Église. Il ira même jusqu'à épouser une Hutu en 2002. Tout le monde pensait que j'allais épouser une survivante. Mais j'ai choisi quelqu'un d'une ethnie différente. C'était une décision personnelle. Personne ne m'a forcé. C'était mon choix et c'était une étape cruciale. À l'époque, les mariages mixtes étaient très rares et pas forcément bien vus. Mais pour Thomas et sa femme Laurence, il était essentiel de dépasser le clivage ethnique. L'avenir du pays en dépendait. À Mutete, leur couple est devenu un exemple. Ils voient notre foyer comme un modèle et regardent comment on se conduit au sein de la communauté. Parfois, on nous contacte pour aider d'autres familles qui ont des problèmes. La loi interdit désormais toute mention de l'appartenance ethnique dans la vie publique, un premier pas vers la réconciliation des cœurs et des esprits, même si les vieilles habitudes tardent parfois à s'estomper totalement. Génocide planifié ou non, il est en tout cas encadré. L'armée rwandaise, la gendarmerie, des milices y participent et poussent la population civile à commettre l'horreur à coups de machette. Les Tutsis étaient souvent rassemblés dans des stades, des églises comme ici à Ntarama. Le bâtiment est aujourd'hui devenu un mémorial. Depuis 1994, un travail de réconciliation a été mis en œuvre dans le pays et cela semble fonctionner dans de nombreux cas. Ils ont trouvé où je m'étais cachée, explique cette survivante. Et Emmanuel, qui est ici, m'a coupé au visage et m'a tranché la main. Un de ses amis m'a frappé à la tête, je suis tombée par terre et ils m'ont enlevé mon bébé. Je le tenais dans mes bras. Ils ont tué mon bébé de 9 mois. Un autre homme m'a transpercé l'épaule et le dos. La première personne que j'ai rencontrée, c'était Alice.
Je lui ai tailladé le visage, coupé la main. Un de mes collègues l'a frappée à la tête, elle est tombée et il lui a transpercé l'épaule. Et un autre lui a pris son enfant et l'a tué. Vous étiez 6 enfants dans ta famille. 6 enfants. J'étais avec 43 personnes de ma famille. Parmi les 43, il n'y a que moi. Je suis resté. Mais je ne suis pas resté en entier. Parce que je suis quand même resté avec un bras, avec un œil. Comme vous pouvez le voir sur moi, j'ai des cicatrices. Je porte des lunettes, mais ça c'est une prothèse. Ça c'est un verre. J'essaie de voir à mon plus jeune âge, de 15 ans, autour de mes parents, je vois encore l'image de tous ces Hutus que mes parents ils aidaient. Jamais, jamais je n'aurais imaginé que du jour au lendemain, que ces mêmes voisins Hutus, ils viennent, qu'ils le tuent à la machette. En fait, j'ai grandi trop vite. Face à la barbarie humaine, le jeune adolescent est brisé, humilié, déshumanisé par des adultes dont il a encore du mal à donner sa confiance. Donc, quelque chose qui s'est cassé en moi. Je ne peux pas avoir cette confiance. Non. 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 Et non. Je pourrais dire, tu as été laissé pour mort. Laissé pour mort, je ne dirais même pas ça. J'ai même tout fait pour qu'il m'achève. Je les ai même craché dessus. En fait, ils ont refusé de m'achever. Parce qu'en fait, si tu veux, pour eux, m'achever, c'était un cadeau. C'était un cadeau. Ils voulaient que je crève à petit feu. Donc, ils ont fait exprès de ne pas m'achever. Dans le désespoir et les épreuves que nous rencontrons, il existe toujours des personnes d'une grande humanité qui nous tendent la main. Nous avons rencontré en Suisse Eliane et Luc, la famille qui a accueilli Revelien. Je collabore à une petite ONG qui s'appelle Sentinelle, et je connaissais très bien le responsable, M. Edmond Kayser, qui est une personne magnifique. Oui. Et voilà, on avait appris qu'il avait récupéré Revelien tout de suite après le génocide, sous un tas de gens morts, etc., puis qu'il a vu qu'il bougeait encore, et puis voilà, il l'a récupéré, et puis il l'a ramené ici, pour essayer de le sauver. Et puis voilà, il a eu maintes opérations, et il a été sauvé, remis sur pied. Il est revenu petit à petit à une vie normale, enfin du moins pour nous. Et puis après, voilà, comme il avait plus de famille, plus personne, ils m'ont demandé si je pouvais faire quelque chose avec lui, si je voulais le prendre, se faire un essai avec lui, prendre quelque temps, m'occuper. Voilà, il cherchait une famille pour le placer. Je ne l'avais jamais vu et tout, je ne sais pas comment il était. Et puis d'entrée, voilà, on a eu un bon contact. Qu'est-ce que ça a changé vraiment d'abord? Déjà, il fallait essayer de lui apporter... déjà qu'il ait une occupation. À l'époque, je faisais les marchés de fruits et légumes devant le relais sur la place de la Vue des Alpes, devant le restaurant. Et puis dans ma petite tête, j'ai dit, bah tiens, c'est un travail très simple, il pourra se mettre derrière le banc, et puis voilà, vendre aux clients les pommes, les poires, enfin les fruits et légumes, etc. Il avait beaucoup de problèmes pendant la nuit, il ne dormait pas. Il rêvait énormément. Il rêvait, il pensait à tout ce qui est arrivé. Alors, ça, on ne se rendait pas bien compte au début, mais on s'est aperçu que c'était quand même du sérieux. Et puis voilà, on le comprenait. Hein. Alors, il était très tourmenté la nuit, et puis le matin, quand il fallait venir travailler, voilà, il s'endormait peut-être à 8 h du matin quand il fallait se lever. Je le ménageais pas trop non plus, parce qu'il fallait qu'il s'adapte voilà, au monde, hein, au monde, comme on dit. Hein. À la vie, il s'était adapté, si on peut dire, puisqu'il a survécu. Hein. Mais maintenant, il faut qu'il s'adapte au monde.
C'est encore autre chose que la vie, ça, si on veut bien. Tout à fait. La vie du monde, c'est encore autre chose. Et le monde de Marchais, c'est bien. C'est plus cruel, c'est plus dur, hein, etc. Il y a des gens magnifiques, mais il y a aussi des moments très durs. Il y a des clients qui sont plus revenus parce qu'il y avait un noir derrière le banc. Hein, ouais, tant pis pour eux. Tant pis pour eux, je dirais. Voyez. Parce que c'est des pauvres gens, puis ceux-là, ben, on n'a pas besoin d'être entouré par des gens comme ça, finalement. Alors après, d'autres qui ont été chouettes, hein, des gens qui revenaient, puis voilà, ils les connaissaient, ils disaient « Ah, bonjour !» Puis petit à petit, voilà, on a commencé à causer ensemble, hein, un peu plus, celui avec les gens, à manger ensemble, autour de la table, c'est là qu'on peut mieux se connaître. Le combat de Révérien en Suisse fut laborieux, mais encore une fois, il lui permit d'aiguiser sa détermination. Pendant de longues années, il vécut sans papier. J'avais une voiture, mais que je ne pouvais pas avoir à mon nom, alors que c'est la mienne. Il fallait que je demande à quelqu'un qui a les papiers pour aller prendre les plaques, l'assurance. Même pour avoir un GSM, je n'avais pas droit. Je n'avais pas le droit de quitter le territoire. Même quand il fallait aller témoigner, ce qui me fait vivre quand même, c'est quand même pour témoigner. Ça fait partie de mes priorités de tous les jours. Même à l'époque, quand j'ai fait mon permis de conduire, au départ, ils ont voulu me faire croire comme quoi je n'avais pas le droit de le faire. Et là, j'ai pris un avocat. Ils m'ont laissé faire mon permis. Et je l'ai fait. Je l'ai eu du premier coup. Donc on dirait que je suis resté pour me battre. Sans cesse. Et là, je me suis dit non, je n'ai pas le droit non plus de lâcher. Depuis que tu as les papiers, maintenant tu travailles. Hein? Je travaille, j'ai le droit de voyager. En fait, c'est une vraie renaissance. Et dans cette renaissance, justement, qu'est-ce que tu fais aujourd'hui? Quel est ton travail? Ben, mon travail, je travaille là au Toboga, comme je suis à la réception, puis à la caisse. Où est-ce que tu trouves cette force? Où est-ce que tu vas puiser cette force justement pour continuer malgré tout ce qui t'est arrivé? C'est les miens. Je ne crois plus en Dieu, mais je crois en autre. C'est eux qui me donnent la force tous les jours. Ils ont besoin de moi. Ils ont besoin d'un ambassadeur. Et ça, c'est un combat qu'il faut reconnaître. Pas facile, mais important. Important, capital. Je n'ai pas eu le temps de dire que je les aimais, avec tout ce qu'ils ont fait pour moi et comme ils m'ont arrivé. C'est une façon de leur dire que non, vous n'êtes pas fini. Maintenant, je suis encore là. Je vis encore, j'avance. Je suis dans un ascenseur, mais je sais plus à quel étage je suis, mais je sais que je suis déjà assez loin, mais je sais aussi que le chemin continue. J'espère aller au bout de ma force. Révérien a éprouvé le besoin d'exprimer toute sa rage dans son livre Génocidé, qui a été traduit dans plusieurs langues. Même si la plupart, on n'a même plus de photos, mais je sais qu'en écrivant, même si demain ou après-demain, il m'arrive quoi que ce soit, ça restera une trace, on saura qu'ils ont existé. Je suis très contente pour votre permis humanitaire. Plein de bonheur, baisse jamais les bras. C'est une accolade qui force le respect, un de ces moments qui permet de garder espoir. Pascal et Jean Bosco se connaissent depuis 50 ans, ils étaient ensemble à l'école. Mais il y a 25 ans, leur amitié bascule. En avril 1994, ce village a payé un lourd tribut à la folie sanguinaire des miliciens Hutus. Plus de 1000 de ses habitants ont été tués. Jean Bosco a survécu, mais il a perdu sa femme et 4 de ses 6 enfants. Son père, qui avait réussi à fuir, fut rattrapé plus tard dans la forêt. Pascal était dans le groupe qui l'a tué. C'était une honte indicible, je ne vais pas vous mentir.
On a honte de se présenter devant une personne à laquelle on a fait tant de mal. On partageait tout avec Jean Bosco, on était en classe ensemble. Le fait que j'étais un de ceux qui a tué son père était un énorme problème. Et je ne l'accusais de rien en plus. C'est pour ça que c'était très difficile pour moi de l'admettre. Mais après 18 ans de prison pour Pascal et une lente reconstruction pour Jean Bosco, les deux paysans de 60 ans font désormais pousser ensemble du manioc et du sorgho dans cette région agricole à 45 km au nord de Kigali. Du haut de sa sagesse, Jean Bosco sait que l'évidence qui s'impose aujourd'hui est un long chemin vers le pardon qui n'a pas toujours été facile. Je ne me sentais pas capable d'adresser la parole ou de partager quoi que ce soit avec les responsables de ce qui s'est passé. Mais avec le temps, avec la prière, le dialogue a été renoué petit à petit. Nous avons commencé à pardonner, à parler du pardon et à l'enseigner. Après nous être pardonnés, notre relation est bien meilleure qu'avant. Je le vois aujourd'hui comme un de mes meilleurs amis, un de mes amis les plus proches. Un exemple pour les générations à venir. Aujourd'hui, Jean Bosco est remarié et a eu 5 enfants. Merci infiniment, chers amis, d'avoir regardé ce reportage. J'espère que vous avez une idée du vécu des victimes, des rescapés, des survivants du génocide de 1994 au Rwanda. Donc, encore, je vous invite à vous abonner sur la plateforme afin de ne rien manquer sur notre prochaine publication qui va concerner le rôle de la France dans le génocide au Rwanda. Merci encore et à la prochaine.